Karl Marx, voilà un nom qui ne laisse personne indifférent. Un nom qui évoque tout de suite des images fortes, des clichés, beaucoup de controverses. Mais qui était vraiment l'homme derrière le mythe et qu'est-ce qu'il a vraiment écrit? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble, histoire d'y voir un peu plus clair. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le plus fou avec Marx, c'est le paradoxe qu'il représente aujourd'hui. Tenez, en 2017, qui conseille à la jeunesse de lire Karl Marx? Emmanuel Macron, le président français lui-même. C'est quand même assez dingue pour un penseur qui est censé être l'ennemi numéro 1 du capitalisme. Et ce n'est pas un cas isolé. Un an plus tard, rebelote. C'est au tour du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, de lui rendre un hommage appuyé. Il a bien pris soin de dire qu'il ne fallait pas confondre Marx avec les atrocités commises par ses prétendus disciples. Alors quoi, Marx serait devenu fréquentable ? Tous ces hommages venus de là où on s'y attend le moins posent la question centrale. Une fois qu'on gratte le vernis de la caricature, des mythes et des interprétations, qui était vraiment Karl Marx? C'est ce qu'on va explorer. Et pour commencer, on va s'attaquer de front au cliché le plus tenace, celui qui lui colle à la peau. On imagine souvent Marx comme le grand théoricien de l'État tout-puissant, de la bureaucratie, du contrôle total. Sauf que, quand on ouvre ses livres, on tombe sur quelque chose de radicalement différent. Pour lui, l'État, c'est un parasite qui étouffe la société. Et cette citation, elle est sans équivoque. Il parle ici de l'État de Napoléon III, et les mots sont d'une violence incroyable. Un corps parasite qui bouche tous les pores de la société. Franchement, on est à des années-lumière de l'image d'un grand fan de l'étatisme. Alors, voilà le point clé. L'objectif final de Marx, c'était bien une société sans État. Mais, et c'est toute la nuance, c'était aussi un fin stratège. Il avait compris que pour arriver à cette société sans État, il fallait d'abord passer par une phase de conquête de l'État, s'emparer de la machine pour mieux la démanteler ensuite. Bon, maintenant qu'on a un peu secoué un des plus grands mythes, revenons à l'homme. Parce que pour comprendre ses idées, il faut comprendre son parcours. En fait, Marx était un véritable exilé politique, un nomade européen. Né en Prusse, dans une région encore imprégnée des idées de la Révolution française, il est très vite obligé de fuir. Et chaque ville-étape, Paris, la capitale des révolutions, Bruxelles, puis son long exil à Londres, va forger sa pensée au contact direct des crises de l'Europe du XIXe siècle. Et puis il y a Paris, 1844. C'est un tournant. C'est là qu'il retrouve Friedrich Engels. Et ce n'est pas juste un ami, c'est le début d'une des collaborations intellectuelles les plus importantes de l'histoire. Engels va lui apporter un soutien financier, mais aussi sa connaissance très concrète du capitalisme industriel anglais. Mais Paris, ce n'est pas que ça. C'est là qu'il voit les ouvriers se révolter, et c'est là qu'il va développer l'un de ses concepts les plus forts, l'aliénation. Pour lui, le capitalisme n'exploite pas seulement le travailleur, il lui vole son humanité, il le transforme en une simple marchandise. On a vu l'homme, son parcours, passons maintenant à l'idée centrale de sa pensée, celle qui va vraiment mettre le feu aux poudres. Cette phrase, c'est la toute première du manifeste du Parti communiste, et c'est sans doute sa plus célèbre. Elle résume toute sa vision de l'histoire. Pour Marx, ce qui fait avancer le monde, ce ne sont pas les rois, les présidents ou les grandes idées. Non, c'est le conflit permanent entre les classes sociales. Mais concrètement, la lutte des classes, c'est quoi? C'est tout simplement le conflit entre ceux qui possèdent les usines, les terres, les machines, la bourgeoisie, et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, le prolétariat. Pour Marx, cet affrontement n'est pas un bug du système, c'est le moteur même de l'histoire. Et là, il fait une distinction super intéressante. Au départ, les ouvriers y forment une classe en soi, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes conditions de misère, mais de façon isolée, sans en avoir conscience. Le déclic, le moment décisif, c'est quand ils deviennent une classe pour soi. C'est le moment où ils comprennent qu'ils ont des intérêts communs et qu'ils doivent s'organiser pour se battre. Et maintenant, une petite info qui surprend souvent. Le concept de lutte des classes, eh bien ce n'est pas Marx qui l'a inventé, c'est même lui qui le dit. En réalité, il a piqué l'idée à des historiens français, des penseurs bourgeois comme Guizot, qui analysaient la Révolution française comme une lutte de classe entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Le vrai coup de génie de Marx, c'est d'avoir repris cet outil d'analyse et de l'avoir retourné pour décrire le conflit de son temps, celui entre la bourgeoisie victorieuse et le nouveau prolétariat. Ce que Marx ajoute, et c'est ça qui change tout, c'est la conclusion de cette lutte. Pour lui, elle doit mener à ce qu'il appelle la dictature du prolétariat. Attention au mot dictature, à l'époque ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Il pense au modèle romain d'un pouvoir d'exception, temporaire, une phase de transition où les travailleurs, la majorité, prendraient le pouvoir avant d'atteindre le but final, une société sans aucune classe et donc sans État. On en arrive à la fin de sa vie. Et on va voir que son héritage est bien plus complexe qu'on ne le pense et que son œuvre est, au fond, inachevée. Même en exil à Londres, Marx ne s'est jamais arrêté d'être un militant politique. En 1864, il est au cœur de la fondation de la Première Internationale.
Le but, unir tous les mouvements ouvriers et socialistes qui commencent à naître en Europe. Ce n'était vraiment pas un penseur enfermé dans sa bibliothèque. Et c'est aussi à Londres qu'il va passer des années et des années à écrire son grand œuvre, Le Capital. C'est une critique absolument monumentale du fonctionnement du capitalisme. Mais le drame de sa vie, c'est que cette œuvre est inachevée. Il ne verra la publication que du premier volume. Les autres seront publiés après sa mort par son ami Engels, à partir de ses brouillons. Alors, quel est le bilan quand il meurt en 1883 ? Eh bien, il est assez sombre. La Commune de Paris, sur laquelle il avait fondé tant d'espoir, a été écrasée dans le sang. Les partis socialistes sont pourchassés partout en Europe. Ses idées commencent à se diffuser, c'est vrai, mais la grande révolution qu'il attendait, elle n'est pas venue. La révolution pour laquelle il a travaillé toute sa vie n'a pas eu lieu de son vivant. Et pourtant, plus de 140 ans après sa mort, son nom continue de déchaîner les passions, d'inspirer, de faire peur. Alors la question reste entière, pourquoi, au fond, Karl Marx dérange-t-il toujours autant ?